professeur de philosophie et auteur de 2 ouvrages consacrés à Internet et le numérique. Qu'est-ce que l'Internet, paru aux éditions Vrin, et des libertés numériques, est disponible quant à lui au PUF. Bonjour à vous, Paul Mathias. Bonjour. J'ai ici un rapport assez redoutable, rapport sur l'informatisation de la société. La télématique, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le triomphe de l'ordinateur. C'est l'informatique orchestrant toute notre vie, pour nous distraire, pour nous faire travailler, pour organiser la sécurité sociale, la poste, la banque, bref, la révolution de l'ordinateur qu'on croyait derrière nous et qui reste encore à accomplir. Demain, annonce M. Nora, toutes les techniques, aujourd'hui séparées, de la presse, du téléphone, de la télévision, de la poste, fusionneront pour organiser ce monde de la télématique, avec ces gigantesques réseaux organisés par des ordinateurs. Notre vie quotidienne, le marché de l'emploi, la concurrence internationale, les rapports entre les individus. La vitesse est limitée à 50 km/h. Mais aussi inquiétante ô combien, que résume François de Closet. Grâce à ce mélange d'informatique et de télécommunications, la révolution de l'ordinateur va s'étendre. La monnaie électronique, la poste électronique, un renforcement de l'automatisation dans la banque, le commerce, les problèmes soulevés sont immenses. Everybody hate the money, money this, money that. Nobody hate the computer is a wicked talking parrot, yeah. Everybody hate the money, money this, money that. Nobody hate the wicked talking parrot. Some time ago they gave me a pension for me and my family. Computer made them to understand I got a lot of money and property. Some time ago they gave me a pension for me and my family. Computer made them to understand I got a lot of money and property. Computer tell them this, computer tell them that. The officials, they all agree. Computer tell them the devil knows what and then take the pension from me. Yeah, yeah. Computer tell them this, computer tell them that. And the officials, they all agree. Tell them the devil knows what and then take the pension from me. Computer is a Wicked Talking Parrot, c'est une pépite du Costa Rica de 2004. Walter Ferguson, déniché par notre chargé de réalisation Nicolas Berger. Juste avant, Paul Mathias, nous avons entendu une archive, c'était le journal de TF1 du 19 mai 1979. Il n'était évidemment pas encore question d'Internet et pourtant déjà, on redoutait et on prévoyait l'invasion de ce qu'on appelle l'organisation réticulaire, à savoir d'une organisation en forme de réseau. Quelle différence entre une organisation réticulaire telle que nous la connaissons et Internet ? Entre une organisation réticulaire telle que nous la connaissons et l'Internet, je ne vois pas très bien la différence. L'Internet est une organisation réticulaire, c'est une manière de monde, je pense. Et comme le disait François de Closet, c'est étonnant ces choses dans son propos. Ce n'est pas une invasion, comme il le disait plutôt, c'est un enveloppement complet de nos activités culturelles, commerciales, ludiques, sérieuses, privées, publiques, etc. C'est-à-dire que les réseaux, parce que l'Internet n'est au fond qu'un réseau de réseaux, des réseaux privés, des réseaux publics, des réseaux commerciaux, des réseaux culturels, etc. Ce réseau des réseaux enveloppe désormais la totalité de nos pratiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient techniques, etc., etc. C'est plus une maille qui recouvre notre monde physique que, l'invasion dont on sait quelle forme ou ectoplasme étranger à nous. Est-ce que c'est le même monde que le nôtre? C'est ça la question. Est-ce que c'est un monde parallèle au nôtre, un monde numérique qui viendrait recouvrir au sens où, de la même manière qu'il y a des routes sur un territoire, il y a des câbles qui traversent également des territoires. Donc recouvrir est une certaine manière de métaphore. Elle n'implique pas qu'il y ait deux mondes, notre monde et un second
curieux, cette vision des choses, un second monde qui serait celui de l'Internet. Notre monde est ce qu'il est, et il est quelque chose qui ne peut plus faire l'économie des réseaux numériques. Mais comment le philosophe que vous êtes peut s'intéresser à un objet comme celui-ci avec les objets qui sont les nôtres? C'est-à-dire, en clair, le monde d'Internet est présent au sein du nôtre. C'est un monde cependant numérique qui remet en question toute une série de catégories, de normes auxquelles nous sommes habitués. Il faut forger des outils conceptuels nouveaux. Le monde Internet n'est pas un monde qui vient remettre en question notre monde. Notre monde est le monde Internet, c'est-à-dire qu'indistinctement et indissolublement, je dirais, notre monde physique, de briques et de mortier, comme disent les anglo-saxons, et notre monde numérique sont un seul et même monde, parfaitement entrelacés. Et cette condition nouvelle qui est la nôtre, une sorte de condition, si l'on veut, postmoderne, si l'on veut, numérique, enfin peu importe le qualificatif qu'on apportera à cette condition, notre condition est caractérisée par un environnement ou un horizon numérique. Il faut tout simplement faire avec, et effectivement, cette nouvelle condition, cette reconfiguration très progressive de notre condition est classique dont nous avons usage dans différents domaines, dans le domaine du droit, peut-être dans le domaine de la philosophie, dans le domaine des sciences, que sais-je. Il y a des conséquences concernant la compréhension que nous pouvons avoir de certains concepts clés. Alors par exemple, le concept de loi, par exemple, nous étions habitués à un concept caractérisant soit l'ordre juridique, soit l'ordre éthique. Nous étions habitués à un certain type de conflit entre l'ordre juridique et l'ordre éthique ou religieux. Pensez à Antigone. Désormais, avec le type de normes que constituent les normes techniques qui sont la trame même de nos réseaux, des normes qui ne sont pas seulement la conséquence de choix effectués par des ingénieurs, effectués par des entreprises, etc. Eh bien, la notion de normes dépasse les simples champs, quoique les choses ne soient pas simples, mais dépasse les simples champs, par exemple, de l'éthique et du juridique. Et on voit le technique, ou pour parler de manière plus contemporaine, le technologique, s'insérer à l'intérieur même du juridique, ou à l'intérieur même de l'éthique. Ne serait-ce que parce que les choix techniques qui peuvent être faits de telle ouverture ou fermeture, par exemple, d'un logiciel, on parle de logiciel libre, de logiciel propriétaire, etc. Le type de détermination technique du logiciel est expressif. Ce ne sont pas ceux des choix techniques, qui sont des choix juridiques, qui sont des choix éthiques, qui sont des choix de partage, ou qui sont des choix de commerce, des choix économiques, etc. Est-ce que je peux prendre un exemple pour qu'on comprenne le renouvellement des normes à l'œuvre dans Bien, lorsque, sur une chanson, qui, au fond, sur le plan numérique, n'est qu'une succession de 0 et de 1. Vous ajoutez quelques données, quelques instructions qui permettent le partage de la chanson, sa copie. Ou au contraire, lorsque vous ajoutez un certain nombre d'instructions qui ne permettent pas le partage de cette chanson, mais ce que vous faites, c'est qu'avec du technique, c'est-à-dire avec des instructions, avec des 0 et des 1, vous donnez, ou vous retirez, ou vous empêchez une forme de liberté de s'exercer. Et c'est un choix, et qui n'est pas simplement un choix économique, qui peut être un choix économique, mais qui peut être de nature éthique. C'est-à-dire, je ne veux pas partager, ou au contraire, je veux absolument partager, je veux donner une entière liberté à l'utilisateur de transformer, par exemple, la succession de 0 et de 1 qui constitue cet objet technique qu'est la chanson, qu'est le logiciel, ou je ne sais quoi encore. C'est-à-dire que les instructions ne témoignent pas seulement d'impératifs techniques. Les instructions incluses dans un objet qui est numérique, ces instructions sont expressives de choix de nature juridique, éthique, partageuse ou pas, si l'on veut, pour être un petit
petit peu simpliste. Gouvernement du monde industriel, vous, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous, du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons. Je déclare l'espace social global que nous construisons naturellement indépendant des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez aucun droit moral de dicter chez nous votre loi, et vous ne possédez aucun moyen de nous contraindre que nous ayons à redouter. Les gouvernements tiennent leur juste pouvoir du consentement de ceux qu'ils gouvernent. Vous n'avez ni sollicité, nous ne vous avons pas invité. Vous ne nous connaissez pas, et vous ne connaissez pas notre monde. Le cyberespace ne se situe pas dans vos frontières. Vous ne connaissez pas notre culture, notre éthique, ni les règles tacites qui suscitent plus d'ordre que ce qui pourrait être obtenu par aucune de vos ingérences. Vous prétendez qu'il y a chez nous des problèmes que vous devez résoudre. Vous utilisez ce prétexte pour envahir notre enceinte. Beaucoup de ces problèmes n'existent pas. Où il y a des conflits réels, où des dommages sont injustement causés, nous les identifierons et les traiterons avec nos propres moyens. Nous sommes en train de former notre propre contrat social. Cette manière de gouverner émergera selon les conditions de notre monde, pas du vôtre. Notre monde est différent. Un parfait exemple du renouvellement des normes à l'œuvre dans l'espace. Alors ici, il s'agit de cyberespace. Paul Mathias, avec ce texte, la déclaration d'indépendance du cyberespace, qui date de février 1996. L'auteur de ce texte est John P. Barlow, qui est un militant libertaire américain, né, lui, en 1947, et qui s'oppose à ce que nous disions au début de l'émission. Il dit bien qu'ici, l'espace d'Internet n'est pas un autre monde. Notre monde est différent, et il nous demande, à nous qui faisons partie du monde duquel il veut nous exclure, de respecter ce renouvellement des normes juridiques et éthiques. Oui, qui traduit entre un monde ancien et un monde nouveau, c'est-à-dire entre un monde apparemment, un monde d'interaction un peu violente, d'opposition, au sein duquel la loi ne sert que de rempart à des exactions peut-être, et un monde nouveau qui serait autorégulé, qui serait un monde de l'esprit, qui serait auto-configuré du fait des décisions qui prennent les participants, les citoyens de ce monde. Alors ce dualisme ne me paraît pas très approprié à la réalité des choses, c'est-à-dire faire une différence aussi nette, mettre une frontière aussi nette entre un monde de l'esprit, qui serait celui du cyberespace, et un monde de la vie, des interactions. Ça ne va pas. Je veux dire par là que le cyberespace est un monde construit sur la Terre, avec des machines, avec des industries, les industries informatiques, des industries culturelles, avec des enjeux économiques, avec des enjeux sociaux. Il reconfigure nos manières de travailler, nos manières d'échanger des biens, etc. Prétendre qu'il y a un monde de l'esprit totalement libéré des contraintes du monde naturel. Est-ce que c'est ce que dit le texte? Parce que là, c'est une lecture, disons, quasiment ontologique du texte. Effectivement, il y a un nouveau domicile de l'esprit, d'ailleurs. Il ne dit pas que c'est le monde de l'esprit, que c'est un nouvel endroit, un nouveau domicile où l'esprit pourrait habiter. On pourrait lire ce texte comme, l'expression d'un militantisme en faveur d'un renouveau de la politique. Pas simplement la construction d'un autre monde. C'est-à-dire que c'est un texte qui donne à penser, et il ne faut pas oublier que ce monde, ou ce nouveau domicile de l'esprit,
ne peut pas faire l'économie du monde de la Terre, ne peut pas faire l'économie de l'exploitation, si l'on veut, des choses matérielles qui permettent justement de construire les machines qui elles-mêmes permettent à ce monde de l'esprit de s'étendre et à cet horizon de s'ouvrir. Il ne faut jamais oublier au fond qu'il y a, je vais employer une formule, des industries derrière ce monde de l'esprit. Il ne faut pas détacher ce monde de l'esprit ou ce domicile, de ce nouveau domicile de l'esprit de ses racines matérielles et concrètes. Alors, en revanche, ce qui donne vraiment à penser et à aller de l'avant, c'est cette idée que la désintermédiation des discours, de leur évaluation réciproque, des normes appliquées aux communautés sociales, intellectuelles, artistiques, etc. Cette désintermédiation constitue une véritable ouverture dans un ordre qui serait celui d'une créativité, peut-être juridique, en tout cas très certainement esthétique, littéraire, d'une manière générale artistique. L'horizon ouvert par ce domicile de l'esprit, mais ce n'est pas le seul domicile de l'esprit. Moi, je pense que dans l'agriculture, il y a de l'esprit. Je veux dire par là que cultiver son jardin, c'est encore... c'est déjà, et c'est fondamentalement une forme d'intelligence, il y a de la prévision, etc. L'esprit n'est pas seulement dans le cyberespace, mais c'est aussi dans la Terre. C'est peut-être pas ce que dit le texte. Il me semble pas que le texte établisse un dualisme entre l'esprit et, disons, le corps ou la dimension matérielle des machines que vous rappelez, qu'entre peut-être un monde du passé et un monde de l'avenir, du futur, dit-il, ce qui est plutôt un appel à une transformation rendue possible par ce qui va être déclaré être un cyberespace. Oui, l'horizon, c'est en même temps que le développement, je dirais, de normativité nouvelle, d'organisation communautaire, mais communautaire au sens sérieux et noble du terme, communauté des savants, communauté des artistes, communauté économique, etc., avec de nouvelles organisations désintermédiées grâce au numérique. L'idée, c'est en retour une réorganisation de notre vie. Il y a dans cette déclaration un véritable projet politique. Vous parliez de libertarisme, c'est pas tellement la liberté brute, il n'est pas question de liberté brute, il est plutôt question de construction commune, de règles de vie, de règles d'échange, de normes de discussion. Il est question d'une démocratie intellectuelle, je dirais. Ça a bousculé un peu les habitudes de certains, ça met tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de censure. Ça a rien à côté. C'est difficile de pas en entendre parler, en fait. Donne ton avis, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça la démocratie aussi. En plus, je crois que c'est un des sites les plus visités. Si on fouille un peu, c'est une mine d'or. On peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vraie vie, entre guillemets. Une façon de communiquer plus moderne, plus directe avec les gens. On entend forcément parler des y revenir. Et ça fait depuis le début que ça demande du génie. Je note que vous dites l'Internet, et non pas Internet. Écoutez, est-ce que vous dites que le système solaire existe dans l'univers? Vous dites bien que le système solaire tient une place dans l'univers et pas dans l'univers. On pourrait considérer que c'est devenu presque un nom propre. Ah ben non. Enfin, c'est insensé de dire que l'Internet désigne un nom propre. Enfin, je ne sais pas, comme Pierre, Paul, Jacques et Jean. L'Internet désigne un système réticulaire de réseaux entrelacés, désigne quelque chose comme l'univers. L'univers n'est pas un nom propre. Donc vous n'allez pas sur Internet, vous allez sur l'Internet? Ben oui, comme tout le monde, non? Ouais, tout le monde dit Internet. Oui, tout le monde. Mais tout le monde s'exprime mal. Un nombre considérable de nos concitoyens disent qu'ils vont au coiffeur. C'est incorrect. C'est incorrect. Alors heureusement, et d'ailleurs votre livre s'appelle Qu'est-ce que l'Internet? On comprend pourquoi désormais. En revenant un instant sur l'archive, la question qui se pose là de manière très concrète, et vous l'évoquiez en commentant le texte de Barlow que j'ai lu tout à l'heure, c'est de savoir en quoi, disons, la démocratie sur l'Internet pourrait renouveler l'idée traditionnelle que l'on se fait de la démocratie. Donc là, la participation directe que permet l'Internet est-elle réelle ou illusoire? Ça, c'est une des façons d'aborder le renouveau normatif, en l'occurrence politique, induit par Internet. Oui, la question de la démocratie, c'est une vraie
vraie grande question, celle de la démocratie à l'âge des réseaux. Réduire cette question à celle de la participation effective ou non de l'ensemble des concitoyens d'une république, d'une société civile et politique, et dire que de deux choses l'une, ou bien tout le monde participe et donc on a affaire à une démocratie, ou bien tout le monde ne participe à une espèce d'oligarchie, cette distinction-là ne tient tout simplement pas la route. La question de la démocratie, ce n'est pas la question de la participation effective de tout un chacun à tous les discours, à toutes les décisions, etc. C'est-à-dire qu'avec 60 millions de citoyens, avec 300 millions de citoyens, si on pense aux États-Unis, etc., on ne peut pas prétendre, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas fantasmer que tout le monde participe à toutes les décisions et contribue au gouvernement de la cité. Maintenant, les réseaux ont certainement infléchi la manière de faire de la politique. Peut-être pas tellement pour cette raison que tout un chacun participerait activement au débat public dans toute leur diversité, mais peut-être parce que les équipes politiques ont appris à tirer le meilleur possible des réseaux et de l'accessibilité, en fait, plutôt des citoyens que pour les citoyens du pouvoir. Ce sont plutôt les citoyens qui sont accessibles au pouvoir que le pouvoir accessible aux citoyens, me semble-t-il. Du coup... Par le biais des sondages, par exemple ? Pas simplement par le biais des sondages, mais par le biais de la sollicitation, des courriers électroniques, de discussions provoquées. C'est une forme de participation qui passe par autre chose que le vote. C'est une forme de participation qui passe par autre chose que le vote, ou c'est une forme de participation qui permet aussi d'attirer du vote. J'entends par là que si des équipes de campagne, par exemple, sollicitent des citoyens, au lieu de faire du porte-à-porte, font du boîte mail à boîte mail, eh bien, les effets de ces pratiques, de ces sollicitations, de ces discussions doivent être réels et dans les bulletins, dans les lieux de vote, au niveau du vote effectif. On discute, alors non plus simplement avec ses amis, dans sa famille, etc., mais on discute avec ceux qui viennent discuter avec soi par l'intermédiaire de listes de discussion ou de courriers électroniques. Et de fait, donc, il y a un déplacement des lieux de discussion politique qui ne sont pas seulement le comptoir de café ou le meeting ou la manifestation, mais qui sont les réseaux sociaux, des déplacements de lieux, dites-vous. Est-ce qu'on ne peut pas même aller plus loin dans l'apport dans la vie politique et démocratique, à partir du moment où le cyberespace, où l'Internet propose et offre la possibilité aux personnes, aux citoyens, de s'exprimer de manière illimitée, anonyme et selon les modalités qu'il va choisir, est-ce que vous ne pensez pas que cela crée en retour une attente différente de la part des citoyens à l'égard de la démocratie? Et qu'en ce sens, le rôle que joue l'Internet dans la vie démocratique n'est pas simplement le rôle que vous semblez énoncer, celui d'un simple outil à la disposition des gouvernants ou le déplacement d'un lieu de discussion. Non, c'est certainement pas un outil, c'est plutôt une nouvelle manière de s'assembler, une nouvelle manière de faire effectivement de la politique. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles attentes? Peut-être, d'après l'enregistrement que vous avez fait passer tout à l'heure, l'attente c'était celle d'un partage politique tous azimuts. Maintenant, vous parlez d'anonymat, de discussions dans lesquelles on exprimerait toutes ces idées dans tous les sens, etc. Je ne suis pas sûr qu'une bonne pratique politique consiste à exprimer de manière anonyme toutes sortes d'idées. Ah, mais ça, c'est pas la question. L'idée n'est pas de dire voilà, que l'Internet fait de meilleurs citoyens de nous-mêmes. C'est pas ça. C'est qu'au contraire, ça crée de nouvelles attentes, pour le pire ou pour le meilleur. C'est que du coup, la notion même de représentation s'en trouve modifiée. Plutôt que de nouvelles attentes, une nouvelle réalité. C'est un fait que
des discours de toute nature circulent à travers les réseaux qui ont des incidences très nettes sur certaines pratiques sociales, politiques. Les quelques événements que nous avons subis les derniers, l'Internet est effectivement porteur, il est le véhicule de toutes sortes de discours plus ou moins saugrenus ou plus ou moins cohérents, savants, etc. Donc les attentes, est-ce qu'elles sont là de manière précise? Est-ce qu'elles sont formunables? Je ne sais pas bien. Je dirais plutôt qu'il y a une modulation des pratiques contemporaines d'un certain essor des pratiques réticulaires. Par pratiques réticulaires, j'entends nos pratiques intellectuelles, sociales, etc. sur les réseaux. Il y a un développement effectif de ces pratiques, tous azimuts, aussi bien sur le plan intellectuel, social, politique, économique, etc. Et cela produit, suscite des attentes. Il existait près de Naucratis, en Égypte, un des antiques dieux de ce pays. Ce dieu se nommait Teut, et c'est lui qui, le premier, inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le tritraque, les dés, et enfin l'écriture. Le roi Tammuz régnait alors. Teut vint trouver ce roi pour lui montrer les arts qu'il avait inventés. On dit que Tammuz fit à Teut beaucoup d'observations pour et contre chaque art. Il serait trop long de les exposer. Mais quand on en vint à l'écriture, « Roi, lui dit Teut, cette science rendra les Égyptiens plus savants et facilitera l'art de se souvenir, soulager la science, j'ai trouvé un remède. » Et le roi répondit, « Très ingénieux Teut, tel homme est capable de créer les arts et tel autre est à même de juger quel lot d'utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en font usage. Et c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues par bienveillance tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. Elle ne peut produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire. Parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen non point d'enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils auront, en effet, ils s'imagineront des gens très savants, et ils ne seront pour la plupart que des ignorants de commerce incommode, des savants imaginaires, au lieu de vrais savants. Il faut bien surveiller l'accès à son nuage. D'ailleurs, où se trouve-t-il exactement ce nuage? Et comment fonctionne-t-il? La réponse est dans les data centers, ces immenses entrepôts électroniques, sanctuaires d'Internet. En France, il y en a 130. Dans celui-ci, Arnaud est responsable de l'hébergement. On est au cœur du cloud. Sur 2 ou 3 armoires comme celle-là, on peut stocker plusieurs pétaoctets de données, des milliards de photos, des milliards de vidéos, des milliards de musiques. En tout, 40 000 sociétés principalement françaises, mais aussi étrangères, louent des armoires, c'est-à-dire des bouts de nuages, dans ce data center. Le nuage, au final, c'est des infrastructures physiques réelles, c'est des vrais ordinateurs, c'est des gens qui vont les mettre en production, c'est des équipes qui vont tourner H24 pour gérer la maintenance de ces ordinateurs. Voilà. Donc ce sont ici que sont stockés les 30 millions de titres de Deezer. Donc dès qu'un utilisateur va vouloir une musique, ça va passer par ces câbles qui sont reliés à Internet. Il faut savoir qu'ici, il y a les 30 millions de titres, ce qui représente pas loin de 2 millions d'albums. Mais ces 2 millions d'albums, que deviennent-ils en cas d'incendie ou de bug? Eh bien, ils ne sont pas perdus, car ils ont été copiés ailleurs, à l'autre bout du monde. C'est un principe essentiel du nuage, la duplication automatique dans d'autres data centers. Grâce à ce système de copie, le nuage, chargé de nos données, est donc toujours au-dessus de nos têtes, où que nous soyons. Alors la poésie de ces nuages est beaucoup critiquée par les détracteurs. Une menace adressée à la mémoire
individuelle. Dès lors que l'on peut stocker un nombre quasiment infini de données, eh bien c'est autant d'efforts que le cerveau aura à produire en moins, puisqu'il lui suffit de mobiliser l'information qui de toute façon est stockée en dehors de lui-même. Ce qui est passionnant avec cet extrait, c'est que la réponse qu'on peut faire à cette peur éventuellement exprimée se trouve dans le texte du Phèdre qu'on entendait juste avant, Paul Mathias, le Phèdre donc de Platon, dans lequel Teute vient montrer justement que l'invention de l'écrit va pouvoir permettre un progrès, disons, du savoir, et le roi lui répond qu'au contraire, l'écrit risque de tuer l'oralité et donc la mémoire de l'homme, et surtout engendrer un effet, disons, les élèves vont apprendre sans maître, ils s'imagineront devenus très savants, ils ne sauront pas que la plupart des ignorants du commerce incommode, ces savants imaginaires, ne sont pas des vrais savants. C'est exactement le reproche qu'on fait à Internet aujourd'hui. Oui, je crois que tout ça n'est pas très sérieux, je voulais dire. Parce que Platon, c'est lui. Oui, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, ce qui n'est pas très sérieux, c'est ce reproche, ce prétendu reproche d'ailleurs, parce que je crois que les choses sont assez... Le propos est assez inconsistant, qui consiste à dire nous allons perdre toute mémoire de toute chose parce que notre mémoire sera externalisée, elle sera dans des disques durs, etc. C'est proprement n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi ? Parce que s'il est vrai que les disques durs renferment, hébergent en effet des myriades de données de manière exponentielle. Au fond, les données qui sont hébergées par les fermes de serveurs des grandes entreprises de type Facebook, Google, etc., Orange, sont absolument inimaginables. Tellement c'est énorme, c'est parfaitement inimaginable. Et de là à dire qu'au motif que l'encyclopédie pas en ligne ou qu'il existe une mémoire de quelque chose en ligne, je perds pour autant la mémoire, faire ce passage-là, ce n'est même pas un sophisme, c'est de la sottise. Je veux dire, ça n'a pas de nom. Ma mémoire, c'est celle de ma vie, c'est celle de mes apprentissages, c'est celle que j'ai acquise à l'école. J'apprends des choses à l'école, j'apprends des choses auprès de mes amis, j'apprends des choses dans ma famille, j'apprends des choses au contact de mes concitoyens, au travail, etc. Et l'économie de la mémoire, c'est un non-sens. Il n'y a pas d'économie de la mémoire. Je veux dire par là, il n'y a pas de situation humaine, de situation perceptive, de situation d'être au monde sans mémoire. Nous sommes mémoire. Alors, que nous soyons mémoire, c'est une chose, qu'il y ait des mémoires de masse, d'une quantité inimaginable par ailleurs, c'est aussi un fait. Eh bien, nos pratiques intellectuelles, se modifiant peut-être, nous apprenons à travailler autrement, par exemple, nos pratiques intellectuelles, tout simplement, consistent à faire coïncider ou à faire s'ajuster une mémoire qui est une mémoire humaine avec une mémoire qui est une mémoire machiniste. Ce qui nous conduit au second point soulevé par le texte du Phèdre, à savoir non pas seulement la substitution d'une mémoire extérieure, donc écrite à la mémoire, disons, du cerveau propre à l'individu, mais cet accès pour le coup illimité que nous allons avoir à ces savoirs-là sans passer par la médiation d'un maître. C'est ce qui inquiète le personnage du roi dans le texte du Phèdre, et c'est un des reproches principaux que l'on adresse à Internet aujourd'hui. Parce que ce qui inquiète le roi, c'est que l'on ait accès